Donc continuons notre progression dans le maquis du vocabulaire et des techniques fiscales. Voyons maintenant les techniques d'évaluation de la matière imposable, ou plus simplement ici, les techniques d'évaluation des revenus. On reste plutôt sur les impôts sur les revenus au sens large, à savoir essentiellement l'IRPP et l'IS. Avant tout, j'indique ou je rappelle une idée générale et somme toute assez simple. On a vu l'importance de principe de l'assiette en fiscalité. On a aussi vu que l'évaluation de l'assiette imposable doit nécessairement précéder la phase de liquidation. La liquidation, vous vous souvenez, c'est très simplement le calcul de l'impôt. Dit autrement, donc, il ne peut pas y avoir de liquidation des impôts dans le calcul de l'impôt, sur les revenus en particulier, sans évaluation de l'assiette ou base imposable. Et naturellement, il ne peut pas y avoir d'impôt sans assiette. C'est un des principes qu'on a vus. En effet, par la formule de base, que je répète, impôt égale assiette multiplié par taux d'imposition, on voit bien que l'assiette conditionne arithmétiquement même les impôts. Alors, pour l'évaluation de l'assiette imposable, hein, qui est centrale finalement dans l'imposition, dans le calcul de l'impôt, dans la fiscalité, donc l'évaluation de l'assiette imposable, il existe plusieurs techniques qu'on va voir, mais il y a d'abord un préalable obligatoire qu'on appelle la déclaration des revenus, ou quelquefois plus simplement la déclaration fiscale. Le terme officiel, je dirais, c'est la déclaration des revenus. Alors une petite définition d'abord. La déclaration, c'est l'acte par lequel le contribuable fait connaître à l'administration l'existence d'une assiette imposable, son montant et éventuellement tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt, situation de famille, charges, etc. Donc un acte fait par le contribuable, par lequel celui-ci communique à l'administration d'abord l'existence d'une assiette imposable, et ensuite, bien sûr, son montant et les éléments nécessaires au calcul de l'impôt. Alors en France, les contribuables, même ceux qui ne sont pas imposables, hein, faute de revenus suffisants, ont quand même l'obligation de faire leur déclaration de revenus chaque année. Alors l'évolution de la fiscalité des revenus vers le prélèvement à la source hein, depuis 2019 n'a rien changé à l'obligation de déclaration des revenus. Alors, une petite parenthèse pour replacer tout ça en quelques mots dans son contexte historique. Je rappelle que philosophiquement, la Révolution française avait voulu briser le rapport d'autorité entre la monarchie et la majorité de la population, donc le tiers-État, notamment en promouvant l'idée du consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, ce consentement à l'impôt, qui était déjà une revendication de plusieurs autres révolutions, hein, la révolution anglaise de 1688, la révolution américaine hein, qui s'est déroulée de 1776 à 1783, découle aussi de ce consentement à l'impôt, découle de la confiance que les philosophes des Lumières et les révolutionnaires de 1789, les révolutionnaires de 1848, et plus tard en France, les fondateurs de la Troisième République en 1870, cette confiance qu'ils avaient dans le citoyen. Alors dans ce contexte politique, je dirais, et philosophique, le consentement à l'impôt et la déclaration spontanée des revenus et du patrimoine étaient et sont encore hein, des symboles de, comme on dit, de citoyenneté, d'appartenance à la communauté nationale. En système républicain, d'ailleurs, la participation aux institutions publiques est plus ou moins liée au paiement des impôts. Et d'ailleurs, longtemps, ça a été même poussé à l'extrême, puisque les pauvres étaient privés du droit de vote, qui était réservé à ceux qui payaient des impôts. C'était le système du suffrage censitaire. Aujourd'hui encore, payer des impôts ou déclarer volontairement une matière imposable, je dirais, que ce soit du patrimoine, et puis à partir de la Première Guerre mondiale des revenus, est souvent considéré comme un acte républicain ou citoyen. Alors revenons à la déclaration fiscale ou à la déclaration des revenus aujourd'hui, après cette petite parenthèse. Alors, au-delà hein, des aspects politiques et philosophiques, le but aujourd'hui, comme depuis le début du XXe siècle, début du XXe siècle, donc avec la création de l'impôt sur le revenu en 1914-1917, le but c'est plus simplement de limiter en quelque sorte le coût administratif de la perception des impôts sur le revenu, IRPP, IS, hein, qui sont des impôts complexes et coûteux à percevoir, notamment à cause de la nécessité d'établir et de tenir à jour un système un peu monstrueux des rôles nominatifs.
Alors, il était monstrueux quand il y avait essentiellement un traitement purement administratif et de papier, on l'imagine, depuis le début du XXe siècle. Maintenant, ça paraît un tout petit peu banal. Ça reste quand même un système énorme. Alors, c'est pourquoi hein, cette idée, les pouvoirs publics ont souhaité euh, tout à la fois favoriser le système déclaratif fondé en partie sur la confiance qu'on fait aux contribuables. Alors ça, c'est vraiment la philosophie de la Révolution française, qui voulait s'opposer à l'aspect de l'imposition classique de la monarchie. Les pouvoirs publics ont souhaité aussi réprimer les contribuables qui négligeraient de déclarer de déclarer correctement leurs revenus ou des éléments d'assiette nécessaires au calcul de l'impôt. Et ces deux aspects sont vraiment importants, hein. Il y a les deux plateaux de la balance. À la fois, on fait confiance, mais la confiance est contrôlée, je dirais. On verra ça. Alors c'est pourquoi aussi, d'une part, bien sûr, les déclarations fiscales sont obligatoires, et d'autre part, le défaut ou l'insuffisance de déclaration sont réprimés par un système assez brutal, un système maintenant à double détente, hein, je dirais, puisque ce système combine la reconnaissance récente, euh, mais très très encadrée, d'un droit à l'erreur. Vous pouvez regarder ça sur le site oups.gouv.fr, oups, oups.gouv.fr. Donc il y a cette reconnaissance quand même très encadrée du droit à l'erreur, et un système de sanctions administratives d'abord, c'est-à-dire décidées par l'administration fiscale, des majorations d'impôts, des taxations d'office, et éventuellement complété par un système de sanctions judiciaires, c'est-à-dire décidées par les tribunaux, tribunal correctionnel, etc., un système d'amende et éventuellement de peine d'emprisonnement. Voilà pour ce qui est du préalable hein, que je voulais évoquer, préalable obligatoire de la déclaration. Maintenant, voyons le deuxième aspect que vous voyez sur la diapositive, donc ce qu'on appelle la déclaration contrôlée. Alors la technique de la déclaration contrôlée est la plus couramment utilisée pour l'évaluation des revenus, dans le cadre de l'IS, hein, enfin dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais aussi dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Alors ce système de la déclaration contrôlée repose, comme son nom l'indique, d'une part sur une déclaration obligatoire par le contribuable, et d'autre part sur le contrôle par l'administration fiscale. Alors, on va voir rapidement le principe hein, des contrôles, ensuite on verra un peu son extension et on se posera la question de savoir quelles sont les limites à ce contrôle. Alors, le principe des contrôles, l'idée est la suivante. Un système qui serait fondé seulement sur le caractère spontané des déclarations, en particulier des revenus ou du patrimoine, pourrait en pratique conduire à des fraudes ou tout simplement à des oublis. C'est pour ça que l'administration, le fisc, met en œuvre une sorte de filet de sécurité en se réservant le droit de contrôler les déclarations des contribuables. Alors c'est la base des contrôles fiscaux des particuliers et des entreprises. Alors ces contrôles reposent sur une palette, si on peut dire, de possibilités d'investigation. L'administration peut demander des justificatifs. Elle peut procéder à des enquêtes auprès des employeurs. Elle peut aussi recouper des informations avec d'autres éléments que la déclaration, euh, des éléments de train de vie, des éléments du patrimoine, etc., etc. Donc les possibilités d'investigation de l'administration de l'administration fiscale sont traditionnellement très très grands et sont de plus en plus grands, je dirais, hein, notamment avec les moyens informatiques actuels et les moyens d'investigation sur Internet, par exemple. Alors l'administration peut, à partir de ces données-là, les données qu'elle recueille, rectifier les déclarations, après une procédure quand même spéciale, hein, qu'on appelle une procédure contradictoire, qui permet aux contribuables de se justifier. C'est-à-dire, c'est pas le simple fait de découvrir quelque chose sur Internet qui va automatiquement permettre à l'administration fiscale de corriger la déclaration. Il faudra qu'elle confronte l'information obtenue de manière parallèle, quel que soit le circuit, qu'elle confronte ça avec ce qu'en pense le contribuable. C'est ce qu'on appelle la procédure contradictoire.
Alors, l'extension des contrôles ensuite, bon, on s'est aperçu que les contrôles étaient vraiment essentiels à la tenue du système et depuis quelques années, ces contrôles ont été largement automatisés, notamment en ce qui concerne les revenus salariaux et les revenus de transfert. Alors j'entends par transfert, hein, tout ce qui est revenu lié à des pensions de retraite, des pensions, d'invalidité, des indemnités complémentaires de salaire en cas de pour les salariés, hein, en cas de maladie ou d'accident, les revenus de solidarité, des primes d'activité, les allocations logement, allocations chômage, allocations publiques diverses. Donc c'est en gros, la liste n'est pas exhaustive, mais pour vous donner une idée, c'est ce qu'on appelle les revenus de transfert, hein. Ces revenus, donc, la plupart du temps, sont soumis à l'impôt, même dans la quasi-totalité des cas, sont soumis à l'impôt, sauf quelques exceptions. Et donc, l'administration peut contrôler ces revenus, je dirais, de manière très, très efficace. Alors, des mécanismes de surveillance hein, généralisés permettent désormais au fisc de recevoir directement des employeurs et des prestataires sociaux qui versent en particulier, qui peuvent verser les revenus de transfert, et ben, le fisc peut recevoir directement les données relatives aux salaires et aux allocations diverses. Et en retour, le fisc fournit annuellement aux contribuables salariés, pensionnés, allocataires, des déclarations de revenus qui sont pré-remplies. Alors quelquefois on se dit, mais, tiens, effectivement c'est exactement ce que j'ai gagné, etc. Comme ils le savent très très simplement, puisque tout est interconnecté, hein, je dirais, en la matière. Alors il faut ajouter surtout que depuis... alors l'obligation pour les employeurs de déclarer les salaires et les revenus distribués aux salariés en général est une obligation qui est très très ancienne. Elle date des débuts hein, de l'impôt sur le revenu, donc de 1917. Hein. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, ce qui a changé, c'est que cette obligation qui était faite aux employeurs de déclarer, par exemple, les revenus salariés, des salariés, elle se faisait bon, sur papier, c'était pas forcément, c'était un travail énorme, éventuellement, hein, de recherche pour les fonctionnaires, etc. Désormais, ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, ben, c'est l'informatisation, c'est-à-dire que tout ça est devenu automatisé. Et en particulier, depuis 2018, on a ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative mensuelle, la DSN, qui est un dispositif donc, qui a mis une bonne dizaine d'années à se mettre en œuvre, je dirais, qui a remplacé un système de déclaration annuelle de données sociales, hein, qui date déjà de, de très très longtemps et qui était obligatoire pour les entreprises. Donc désormais, les entreprises avec la DSN, alors les entreprises, les employeurs, hein, pardon, c'est-à-dire les entreprises qui emploient des salariés, mais alors il s'agit par parenthèse, de tous les employeurs et de tous les salariés du secteur privé et du secteur public. Donc rien n'échappe, si vous voulez, en termes de salariat, hein, à la déclaration sociale nominative. Eh ben, cette déclaration sociale nominative permet maintenant à l'État et à de très nombreux organismes publics et parapublics d'avoir une connaissance complète des revenus salariaux et de transferts distribués par les entreprises et les organismes sociaux. Donc vous voyez, aux salariés, aux pensionnés, aux allocataires, etc. Donc ce système fait l'objet d'une réglementation de la fin 2016 et il est généralisé totalement depuis 2018. Donc c'est un point extrêmement, extrêmement, comment dirais-je, étonnant, hein. C'est un peu avec la mise en œuvre, hein, je dirais, de ces nouveaux moyens de contrôle que je qualifierais de type orwellien, hein, par rapport à George Orwell, le célèbre auteur de 1984, hein, le roman d'anticipation publié en 1948. Bon, là, c'est le créateur du fameux Big Brother, là, on est vraiment dans ce système-là, c'est-à-dire qu'en fait, ben, on ne peut rien cacher. Donc ça a rendu possible, hein, ce système orwellien, le lancement du prélèvement à la source hein, de l'impôt sur le revenu qui touche 38 millions de foyers fiscaux. Donc travailleurs salariés et non salariés, pensionnés, allocataires, etc. Alors, une dernière question sur cette déclaration contrôlée, les limites des contrôles.
En ce qui concerne les revenus salariaux, c'est-à-dire ainsi que les pensions, les rentes, les intérêts, les dividendes, les allocations publiques, chômage, APL, et cetera. En ce qui concerne les revenus salariaux, la capacité du contribuable à résister au contrôle est à mon avis assez faible, dans la mesure où les données, financières sont transférées au fisc directement et automatiquement, par les entreprises et les organismes, versant les revenus. Donc là, il n'y a pas beaucoup de manières d'y échapper. Bon. Dans les autres cas, en particulier les revenus d'activité non salariés non déclarés automatiquement, ça peut s'agir donc de travailleurs indépendants en particulier, qui sont redevables à l'IRPP. L'administration fiscale, lorsqu'elle conteste une déclaration faite par le contribuable, doit en principe apporter des preuves, c'est-à-dire des éléments qui sont de nature à remettre en cause la déclaration du contribuable. Bon, il y a peut-être là des marges de résistance, hein, face au contrôle. Par ailleurs, et c'est le but du développement, ou en tout cas un des effets du développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la surveillance de masse, les effectifs d'agents pouvant être en réalité mobilisés sur le terrain pour donner suite au contrôle sont probablement assez faibles, et en tout cas probablement en baisse, hein, avec les difficultés budgétaires de l'État. Alors on ne peut pas vraiment s'en réjouir, bien sûr, parce que c'est pas un bon signe pour le fonctionnement des services publics. Il n'y a pas que ça qui diminue, il n'y a pas que les fonctionnaires chargés des impôts, il y a ceux qui s'occupent des routes, ceux qui s'occupent de la santé, ceux qui s'occupent de la sécurité, etc. Bon, tous ces aspects-là, mais aussi parce que, au fond, la diminution des effectifs d'agents, hein, pouvant être mobilisés, hein, pour les contrôles fiscaux en particulier, risque d'être remplacée ou compensée par une forme d'aléa. C'est-à-dire qu'avant, on était tous un peu dans le même bateau. Il y avait une égalité de traitement, où on pouvait penser qu'il y avait une égalité de traitement des contribuables. Maintenant, les contrôles seront faits au hasard, ou peut-être pas au hasard, en fonction de données que vous ne connaissez pas forcément, qui traînent sur Internet ou autre. C'est totalement, enfin, je raconte n'importe quoi en ce sens, c'est-à-dire ce n'est pas du tout, je n'ai pas d'informations fondées, je ne fais qu'imaginer un peu les choses comme elles pourraient se passer. Je veux dire par là que, en fait, les citoyens seront de toute façon surveillés en permanence, mais ne sauront pas quand, comment et sur quoi ils pourront être pris en défaut par l'État. On revient encore à George Orwell et son livre, son excellent livre de 1984, dont je parlais à l'instant.